rester ici. La séance passée, nous avons vu les différents routages. Le concept de routage, on a parlé du concept de routage statique, le concept de routage dynamique. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre. Mais bien avant ça, j'aimerais parler du concept de routage dynamique. OK? Donc je vous parle de ça d'abord, donc on continue. Quand vous prenez le concept de routage, nous avons deux types de routage. Nous avons le routage dynamique, routage statique. Et puis nous avons le routage dynamique. Maintenant, quand vous prenez le routage dynamique, nous avons deux types de routage dynamique. Nous avons ce qu'on appelle Interior Gateway Routing Protocol, Interior Gateway Routing Protocol, et puis nous avons Exterior Gateway Routing Protocol. C'est quoi Interior Gateway Routing Protocol et puis c'est quoi Exterior Gateway Routing Protocol? Bon, quand vous prenez Interior Routing Protocol, nous avons les protocoles dynamiques qui sont implémentés au sein du réseau, au sein de l'organisation. Quand vous êtes au sein d'une organisation, les protocoles de réseau que nous implémentons au sein des organisations, parmi ces protocoles-là, nous avons RIP, nous avons OSPF, nous avons AI, GRP, qui sont des protocoles qui sont implémentés au sein des réseaux. On l'appelle Interior Gateway Protocol. Il n'y a pas RDC, Interior Gateway Protocol, Exterior Gateway Protocol. OK? Donc, je vais aller sur Google pour confirmer ça. Donc, nous avons ici EGP versus EGP. Donc, vous pouvez voir ici, quel est le full form, c'est quoi? Interior Gateway Protocol, OK? Exterior Gateway Protocol. C'est quoi Interior Gateway Protocol? C'est quoi Exterior Gateway Protocol? Interior Gateway Protocol, ce sont les protocoles de routage dynamique qui sont implémentés au sein des réseaux. Par exemple, dans les organisations, les protocoles qu'on nous implémentons dans les organisations sont de catégorie de Interior Gateway Protocol. Ce sont des routages dynamiques également. Mais nous avons EGP. Exemple de EGP, Exterior Gateway Protocol, c'est BGP. BGP, c'est lorsque nous voulons implémenter le réseau à l'extérieur, en dehors de l'organisation. Vous avez par exemple une organisation là, l'organisation a plusieurs branches, OK, dans différentes villes ou dans différents pays. OK? Pour pouvoir établir une communication entre toutes les branches de l'organisation, vous aurez besoin d'implémenter Exterior Gateway Protocol BGP. Vous avez une branche A ici, une branche B ici, dans différents pays. Il y a par exemple 3 pays qui sont là. OK? Maintenant, vous voulez établir une communication entre ces 4 branches-là. C'est la même organisation. En ce moment, vous devez utiliser des protocoles externes. Parce qu'au sein de chaque organisation que vous voyez ici, vous allez implémenter Interior Gateway Protocol avec ces protocoles que vous voyez ici. Donc, vous pouvez implémenter un des protocoles au niveau interne. Et pour cette formation, nous allons voir comment est-ce que, vu que nous apprenons ici d'abord CCNA, nous allons voir comment est-ce qu'on peut implémenter EGP. Sorry, yes, EGP, c'est l'Interior Gateway Protocol. Comment on peut implémenter le protocole RIP, OSPF et GR, ainsi de suite. Maintenant, pour le niveau CCNP, quand vous allez poursuivre avec le niveau CCNP, en ce moment, vous allez apprendre ici comment est-ce qu'on peut implémenter la connexion entre les différentes branches, entre différents pays. C'est très simple, il n'y a rien de compliqué, il faut juste apprendre. Okay? Quand on parle de ça comme ça, si vous ne savez pas, vous allez penser que c'est compliqué. Non, c'est très facile même. Il faut juste apprendre, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Il faut juste apprendre. OK? Donc, pour cette formation, ici, nous allons implémenter Interior Gateway Protocol. Donc, c'est le protocole de routage dynamique. OK? Donc, parmi les protocoles de routage dynamique, voilà ce que nous allons implémenter ici. Maintenant, quant au protocole de routage dynamique externe, c'est-à-dire en dehors du réseau, vous voulez communiquer entre différents fournisseurs d'Internet, de services Internet, entre différentes organisations, entre différentes branches. En ce moment, vous pouvez implémenter le protocole BGP. OK?
Donc, j'espère que c'est clair. Donc, voici les deux types de routage. Nous avons le routage statique, le routage dynamique. Donc, maintenant, dans le routage dynamique, nous avons deux types de routage dynamique. Nous avons des protocoles de routage dynamique qui sont implémentés au sein des organisations. On les appelle EGP. Tout le monde doit écrire ça. EGP, ça veut dire intérieur. Voici full form, c'est pourquoi j'ai mis ça ici pour que vous puissiez voir. Voici ça ici. Interior Gateway Protocol. Donc, ces protocoles-là sont implémentés au sein du réseau. Vous êtes dans une organisation, si vous voulez que, comment on appelle, si vous voulez implémenter le réseau au sein de l'organisation, vous pouvez prendre un de ces protocoles ici pour implémenter. Ok, ça peut être RIP, ça peut être OSE, ça peut être EIGRP. Ok, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Maintenant, si l'entreprise en question a plusieurs branches, ou bien est dans différents pays, et vous voulez établir une communication entre les différentes branches, en ce moment, vous devrez implémenter EGP, Exterior Gateway Protocol. Et le protocole de EGP, c'est ce qui est connu comme le BGP. Et c'est au niveau de CCNP, nous décortiquons ça dans moins de détails. C'est pourquoi vous devez aller avec CCNP, parce que c'est là-bas que vous allez pouvoir implémenter ça. On ne parle même pas de ça au niveau du CNP. Donc, si vous voulez établir la communication entre différentes organisations, il faut étudier BGP. OK? Donc, voici la différence. Donc, on peut maintenant poursuivre. J'espère que c'est clair, la différence. C'est clair pour tout le monde? Yes. OK? Maintenant, la dernière fois, à la séance passée, on a également parlé de route par défaut. Donc, le route par défaut, c'est quoi? Je prends un exemple. Vous êtes dans une cour. OK? Et vous cherchez quelqu'un. Vous êtes au sein, dans la cour ici. Vous cherchez quelqu'un, par exemple, dans la cour là. Vous vous êtes promené dans toute la cour, vous n'avez pas trouvé la personne. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Peut-être que la personne n'est pas dans la cour. Donc, quel est le seul choix qui vous laisse à faire? C'est de sortir de la cour et puis chercher la personne au dehors, non? N'est-ce pas? Est-ce qu'on se suit? Je prends cet exemple pour que vous puissiez comprendre. Vous rentrez dans une cour, vous cherchez quelqu'un, vous ne trouvez pas la personne. Est-ce que vous devrez arrêter de chercher la personne? En tout cas, vous avez le choix d'arrêter de chercher la personne. Donc, le premier choix d'arrêter, c'est tout simplement arrêter de chercher la personne. Si vous arrêtez de chercher la personne, vous n'allez pas trouver la personne. Donc, vous avez coupé tout court. C'est la même chose ici. La dernière fois, nous avons vu que le routeur aura un tableau d'adresse. Et ce tableau d'adresse, ce tableau IP route, ce tableau d'adresse contient tous les réseaux qui sont routables au routeur. Donc, ici, l'exemple, c'est une cour. La cour contient tous les membres de la cour. Maintenant, lorsque le routeur vous envoie une information, un réseau au routeur, et puis le routeur doit transférer l'information là-bas. Et puis le routeur regarde dans son tableau d'adresse, dans son tableau IP, le routeur ne trouve pas une entrée pour cette adresse-là, c'est-à-dire la destination-là. Le routeur ne connaît pas ça. Qu'est-ce que le routeur peut faire? Le routeur a des choix. Le routeur peut tout simplement rejeter. C'est comme si vous êtes rentré dans la cour, vous avez cherché une personne, vous n'avez pas trouvé la personne, vous pouvez tout simplement abandonner. Donc le routeur peut tout faire quoi? Peut tout simplement, it can discard des paquets. Le routeur peut rejeter tout simplement le paquet ici. Ou bien le routeur peut faire quoi? Le routeur peut envoyer le paquet en dehors, peut envoyer le paquet quelque part pour que quelqu'un d'autre puisse chercher ailleurs. Et en ce moment ici, c'est quoi? Vous êtes dans la cour ici, vous cherchez quelqu'un, vous ne trouvez pas, vous décidez de sortir ou bien envoyer quelqu'un pour aller chercher la personne que vous cherchez. Ouais. Donc, ici, l'option, c'est quoi? C'est ce qu'on va appeler le routeur par défaut. Si par exemple, le routeur regarde dans son tableau et puis il trouve qu'il n'y a pas la destination, que cela n'est pas là, le routeur peut tout simplement envoyer ça au routeur par défaut. Le routeur par défaut, c'est une adresse que nous allons configurer. À chaque fois qu'un routeur cherche une destination et il ne trouve pas, il va envoyer ça à la sortie. Vous rentrez dans la cour ici, vous cherchez quelqu'un, vous ne trouvez pas, vous pouvez sortir pour aller dans la cour voisine. OK, pour aller chercher la personne. Ou tout simplement, vous sortez là pour aller chercher ailleurs. Donc, à chaque fois que le routeur reçoit une information et puis il ne connaît pas la destination, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement envoyer ça au routeur par défaut. Donc, c'est ça le concept de routeur par défaut. OK? Donc, on aura le temps de configurer ça. Plus tard, vous allez voir. Mais généralement, le route par défaut que nous configurons, c'est 0.0.0.0. À chaque fois que le routeur, parce que sur Internet, nous avons combien d'adresses? Nous avons 0.0.0.0 jusqu'à 256.256.255.254. Ouais. Donc, du coup, le routeur, à chaque fois que le routeur n'aura pas
ne connaîtra pas la destination, le routeur va envoyer ça tout simplement au 0.0.0. C'est pourquoi on appelle 0.0.0 l'adresse de Internet. Donc, lorsque vous voulez établir une communication sur Internet, il faut toujours configurer le route par défaut égal à 0.0.0.0. Donc, généralement, on configure cette adresse-là sur notre routeur d'extrémité. Là, comme ça, chaque fois qu'un réseau n'est pas trouvé au niveau local, on va jeter le paquet au 0.0.0.0, qui est tout simplement l'Internet, et on va aller trouver l'adresse sur Internet. OK, les gars? Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Donc, c'est ça le routeur par défaut. OK? Maintenant, nous avons la distance administrative. C'est quoi la distance administrative? Et lorsque vous choisissez un protocole de routage, vous savez, vous pouvez implémenter plusieurs protocoles de routage dans un même réseau. OK? Maintenant, si vous avez plus de deux protocoles de routage, un instant, je vais prendre un autre exemple pour que vous puissiez comprendre. OK? Vous avez par exemple implémenté votre réseau, et puis dans votre réseau, vous avez choisi d'implémenter des protocoles de routage dans les réseaux. OK? Et en ce moment, comment est-ce que le routeur doit faire son choix? Parce que vous êtes sans savoir que, voilà, que le routeur va faire un choix, le choix du meilleur trajet. Et la dernière fois, j'ai essayé d'expliquer un peu le rôle de chacun de ces protocoles, comment est-ce que chaque protocole va agir. OK? Donc voilà, ici dans le réseau, ici, nous avons deux protocoles qui ont été implémentés, AIGRP et puis OSPF. Sachant que chacun de ces protocoles fonctionne différemment de l'autre, ici, lorsque le routeur doit faire un choix ici, le cas de ces protocoles, le routeur va donner préférence. Donc c'est ainsi que rentre en jeu la distance administrative. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque protocole a un numéro qu'on appelle la distance administrative. Et ce numéro va donner une priorité au protocole. OK? Ce numéro va donner une priorité au protocole. Et vous pouvez voir par défaut, voici la distance administrative de tous les protocoles. Nous avons les numéros commençant par 0. Lorsque vous connectez une interface, lorsqu'un réseau est connecté directement au routeur, la distance administrative égale à 0. Donc, c'est la plus haute préférence, OK, du routeur. Le routeur va considérer la distance administrative la moins élevée pour faire son choix. Donc, ici, je prends un exemple. Lorsque vous avez dans le réseau une implémentation de réseau directement connecté au routeur et puis une configuration de routage statique, vous pouvez voir la distance administrative de routage statique, c'est 1. Quelle est la distance la plus petite ici? C'est 0. Donc, le routeur va toujours faire son premier choix en fonction de la distance administrative. Par défaut, la distance administrative du routeur directement connecté, c'est du réseau directement connecté, c'est 0. Et routage statique, c'est 1. Donc, le routeur va toujours faire son choix sur le réseau qui est directement connecté. Maintenant, vous pouvez voir la distance administrative de AIGRP, c'est égal à 5. OK? AIGRP, résumé, égal à 5 ici. Maintenant, nous avons la distance administrative de BGP externe, la distance administrative de AIGRP interne, la distance administrative de OSPF, la distance administrative de intermediate system to intermediate system, la distance administrative de RIP qui est 120, distance administrative de AIGRP externe qui est 170, distance administrative de BGP interne qui est 200. Donc, vous voyez ici, en fonction de ces priorités-là, si par exemple vous implémentez des protocoles dans le même réseau, le routeur va tout simplement regarder la distance administrative qui est là. Quelle est la distance administrative? OK? Donc, je vais prendre maintenant un exemple. Ici, vous avez BGP et puis vous avez AIGRP et puis OSPF qui ont été implémentés dans le même réseau. Donc, maintenant, le routeur va faire quel choix ici? Est-ce que le routeur doit se baser sur le protocole OSPF pour sélectionner le meilleur trajet ou le routeur va se baser sur AIGRP? En fonction de la distance administrative, quelle est la distance administrative de AIGRP? Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, c'est 90. Quelle est la distance administrative de OSPF? C'est 110. Quelle est la distance administrative la moins élevée? C'est 90. Donc, dans un réseau, lorsque vous implémentez, par exemple, les deux protocoles AIGRP et puis OSPF, le routeur va toujours donner la priorité au
protocole AIGR pour sélectionner son meilleur chemin. Voilà comment est-ce que ça fonctionne. Si vous avez implémenté OSPF et puis RIP, quelle est la distance administrative de OSPF? C'est 110. Quelle est la distance administrative de RIP? C'est 120. Entre les deux distances administratives, laquelle des distances est plus élevée? C'est 120. Quelle est la distance la moins élevée? C'est 110. Donc, qu'est-ce que le routeur va faire ici? Le routeur va se baser sur la distance administrative pour faire son choix. Laquelle des distances? La distance administrative la moins élevée. Quelle est la distance administrative la moins élevée ici? C'est OSPF. Donc, lorsque vous implémentez dans un réseau, comment on appelle le protocole OSPF et puis RIP, le choix sera toujours porté sur OSPF. Et la dernière fois, j'ai expliqué la différence entre RIP et puis OSPF, comment RIP fait son choix, comment OSPF fait son choix. Donc, si vous implémentez les deux, le routeur va toujours donner la priorité au protocole OSPF. Donc, c'est ce que c'est que la distance administrative. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, par défaut, les protocoles ont une distance administrative. C'est un numéro tout simplement qui permet de donner une priorité aux différents protocoles que vous allez implémenter dans les réseaux. Et c'est la valeur par défaut que vous voyez là. Donc, les routages, les réseaux directement connectés, quelle est la distance administrative? C'est 0. Quelle est la distance administrative de routage statique? Lorsque vous configurez le routage statique, c'est 1. OK? Ainsi de suite. Ouais, les gars. Donc, dans un réseau, le routeur va toujours donner la priorité au réseau directement connecté parce que la distance administrative, c'est 0. Et si vous avez implémenté le routage statique et puis le routage dynamique, le routeur va toujours donner la priorité au routage statique. OK? Maintenant, si vous implémentez plusieurs protocoles de routage dynamique dans le même réseau, le routeur va regarder également la distance administrative. Par exemple, OSPF, c'est un protocole de routage dynamique. AIGLP est un protocole de routage dynamique. RIP est un protocole de routage dynamique. Quand vous regardez les deux, regardez les priorités. Donc, le routeur va considérer d'abord AIGLP interne et puis par la suite OSPF. Si AIGLP échoue, c'est en ce moment que le routeur va venir maintenant prendre OSPF. Si OSPF également échoue, là maintenant le routeur va venir prendre RIP. Donc, vous pouvez implémenter plusieurs protocoles dans un même réseau. Pour des raisons valables, bien sûr, nous allons voir ça. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est que le concept de la distance administrative. C'est très important parce que nous allons voir maintenant, dans un peu de temps, je ne sais pas si c'est dans les prochains chapitres, le routage flottant, ou moins la route flottante. Et en ce moment, vous allez voir l'importance de la distance administrative. Ok, donc on va faire juste une petite comparaison entre le routage dynamique et puis le routage statique. Fonctionnalité, la complexité de la configuration. Donc la dernière fois, j'avais expliqué le routage dynamique et puis le routage statique. Et vous avez vu qu'au niveau du routage statique, nous avons vraiment beaucoup de travail à faire. Ok? Nous avons vraiment beaucoup de travail à faire au niveau du routage statique parce que vous devrez construire le tableau de routage par vous-même. Vous devrez construire le tableau de routage par vous-même. Ok les gars. Donc au niveau de la complexité, routage dynamique généralement indépendant de la taille. Donc avec le routage dynamique, comme on l'avait dit, vous n'avez pas à construire le tableau de routage vous-même. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'activer les interfaces, activer le protocole, et puis le routeur va faire le travail lui-même. Mais au niveau du routage statique, vous devrez faire tout par vous-même. Donc la complexité va augmenter avec la taille du réseau. Lorsque la taille du réseau augmente, la complexité également augmente. N'est-ce pas les gars? OK? Maintenant, modification de la topologie. La dernière fois, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit comme cela que lorsque, au niveau du routage statique, vu que c'est vous-même qui construisez le tableau de routage, donc si vous venez ajouter un nouveau réseau au routage, au tableau de routage, au réseau plutôt, il faut aller auprès de tous les routeurs et puis les informer de la présence de ce nouveau routeur-là, de ce nouveau réseau-là. Sinon, ils ne vont pas router le paquet vers ce réseau. Lorsqu'un paquet sera destiné à ce réseau, le routeur va tout simplement rejeter ça parce qu'il n'a aucune information sur ça. Ouais. Donc, avec le routage statique, il faut intervenir manuellement. Vous, l'administrateur, à chaque fois qu'il y a un changement de topologie. C'est quoi le changement de topologie? C'est tout simplement, peut-être on vient de supprimer un réseau qu'on appelle de notre topologie, ou bien on vient d'ajouter un réseau, un nouveau département par exemple. Quand c'est quand il faut intervenir manuellement pour aller ajouter ça au niveau de tous les routes dans les tableaux de route, sinon il n'y aura pas de communication. Alors que, donc ce qui veut dire tout simplement quoi? La topologie ne s'adapte pas en fait. OK?
ne s'adapte pas. Alors qu'avec le routage dynamique, quand vous ajoutez un réseau, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose. Les routeurs vont apprendre de ces nouveaux réseaux parce qu'ils échangent entre eux. Ils vont apprendre automatiquement. Donc, ça s'adapte automatiquement aux modifications de la topologie. Ça, c'est le routage dynamique. Extensibilité. Idéal pour la topologie de réseaux simples et complexes. Donc, même si vous avez un réseau très complexe, le routage dynamique est idéal. Alors que le routage statique, c'est idéal pour les topologies simples, des réseaux de petite taille. OK? Au niveau de la sécurité maintenant, voici le point faible du routage dynamique. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas sécurisé, et parce que vous devrez configurer ça vous-même. Mais avec le routage statique, et le fait que vous construisez les tableaux vous-même, ça augmente la sécurité, le niveau de sécurité. Donc, le routage statique, voilà, la sécurité, vu que c'est vous-même qui configurez manuellement, c'est déjà sécurisé comparé au routage dynamique. OK, utilisation des ressources. Maintenant, comme vous le savez, au niveau du routage statique, c'est nous-mêmes qui faisons tout. Nous faisons tout et puis le routeur se repose. Donc, du coup, les ressources du routeur ne sont pas utilisées. Mais quand on vient au niveau du routage dynamique, nous ne faisons rien, c'est le routeur qui fait tout. Donc, le routeur fait des calculs à tout moment. Ils échangent des paquets pour se mettre à jour. Donc, ce qui fait qu'il y a une utilisation de CPU, de la mémoire des bandes passantes, de la liaison. Donc, au niveau du routage dynamique, on aura une utilisation massive des ressources, OK, des appareils. Alors que le routage dynamique, là-bas, les routeurs sont des boss. Et ils sont assis là, ils font rien. Et voilà. Nous, c'est nous les administrateurs qui allons faire tout à la place du routeur. Donc là-bas, il n'y a pas d'utilisation des ressources en tant que tel. Aucune ressource supplémentaire n'est nécessaire. OK? J'espère que c'est clair. Donc, prévisibilité des schémas. Au niveau du routage statique, c'est nous-mêmes qui définissons. La dernière fois, un instant, est-ce que paquet 13 s'est allumé? Ok, paquet 13 s'est allumé. Non, je vais demander à l'ordinateur. Au niveau du routage statique, c'est nous-mêmes qui définissons le schéma, non? On regarde là, on dit, ah, ce réseau-là est accessible via telle interface. On donne via tel réseau. Donc, vu que c'est nous qui faisons ça, le schéma est prévisible. Le routeur, à chaque fois qu'on veut avoir accès à un réseau, le routeur sait déjà quel schéma emprunter. Donc, le schéma est déjà prédéfini. OK? Alors qu'au niveau du routage dynamique, le schéma n'est pas prédéfini. Ce sont les routeurs qui vont faire les calculs et puis vont définir le schéma convenable en fonction du protocole que vous avez défini là. Là, comme ça, même s'il y a un changement de main, qu'est-ce qui va se passer? Le routeur va également prendre les calculs et puis définir encore son chemin. OK? Mais si c'est le routeur dynamique, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le schéma que vous avez défini là, si demain ça passe plus, c'est fini pour vous, hein, vous devrez intervenir encore. Donc, vous voyez où ça devient complexe là. Un instant. Ok. Donc, je montre là et puis on va continuer. Donc, vous voyez ici. Ici, par exemple, regardez là. Si par exemple, on dit par exemple que le réseau 40 est accessible via le réseau 20 ici. Qu'est-ce qui va se passer? Ce route-là aura ça dans son tableau de routage. Donc, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois qu'il va vouloir avoir accès au réseau 20, ou au réseau 60, si on dit que le réseau 60 est accessible via cette interface-là, à chaque fois qu'il aura besoin du réseau 60, il va toujours passer par ici. Donc, si jamais il y a un problème ici, c'est fini, hein. Parce que le routeur ici n'est pas flexible. Le routeur ici ne peut pas modifier son tableau de routage, c'est-à-dire ne peut pas s'adapter au changement de topologie. Donc, si demain il y a un problème ici, vous, en tant qu'administrateur, vous devrez intervenir manuellement pour dire au routeur que désormais, ce réseau 60-là est accessible via le réseau 30 à partir de l'interface qui est là. Donc, c'est vous-même qui devrez informer au routeur. Vous devrez informer ça au routeur. Donc, si jamais il y a un problème ici, ce n'est pas du tout flexible. Il faut intervenir manuellement. Alors qu'avec le routeur dynamique, qu'est-ce qui se passe là? Si demain cette interface ne passe plus, le routeur, vu qu'ils échangent des paquets, il va voir que ce routeur ne l'envoie plus de paquets. Donc, il va supposer que ce routeur n'est plus. Voilà, il y a un problème ici. Et il va faire quoi? Il va faire des calculs là et puis il va maintenant commencer à envoyer l'interface et quand les paquets à partir de cette interface. Ouais. Donc, du coup, au niveau de la prévision, OK, l'itinéraire dépend de la topologie et du protocole de routage utilisé.
Donc, défini explicitement par l'administrateur. Donc, ici, c'est à vous de définir. Vous avez des schémas qui nous mènent au réseau 60 ici. C'est quel schéma vous voulez choisir? Vous pouvez choisir le schéma qui passe par les réseaux 20. Ou vous pouvez choisir le schéma qui passe par les réseaux 30. Mais c'est vous qui devrez définir ça. Vous voyez. Nous allons voir un autre concept qu'on appelle le routage flottant. Voilà, donc je profite là même temps. C'est quoi le routage flottant? Le routage flottant va nous permettre tout simplement de définir les deux schémas ici. Ok? Nous allons dire quoi? Le schéma primaire ici, c'est en passant par le réseau 20 ici. Et puis, on va donner la distance administrative. C'est là que, quand on appelle la distance administrative devient également importante. On va donner la distance administrative ici égale à 1. Et maintenant, on va donner un chemin flottant, un routage flottant. C'est-à-dire, il sera un chemin de secours. Lui, on va l'appeler le routage flottant. On va configurer celui-là comme étant en tant que routage statique également, mais cette fois-ci, on va tout simplement changer la distance administrative. Au lieu de 1, on va donner maintenant par exemple 5. Là, comme cela, à chaque fois, c'est ce premier schéma-là qui sera choisi par défaut, vu que c'est, comme on appelle, la distance administrative, c'est 1. Maintenant, si jamais il y a un problème ici, qu'est-ce qui va se passer? Notre second schéma sera activé automatiquement et sera maintenant le choix. Et maintenant, on pourra envoyer les paquets à partir d'ici. OK? On va voir ça dans la configuration. J'espère que c'est clair pour tout le monde. OK? Donc, c'est un peu ça, la différence entre les deux. Maintenant, évolution du routage dynamique. Vous pouvez voir les différents protocoles de routage dynamique. En 82, AGP, Exterior Gateway Protocol à Visual. En 85, Interior Gateway Routing Protocol. Et, bon, vous pouvez voir ici également. En 88, nous avons RIP version 1 qui a Visual. Donc, vous pouvez voir ici. Vous avez les protocoles Interior Gateway Protocol qui sont là. J'ai déjà parlé de ça aujourd'hui. Protocole relatif au passerelle intérieur. RIP, AGP, AIGRP, OSPF, Interrogator, Intermediate System to Intermediate System. Maintenant, quand vous prenez RIP, nous avons pour IPv4 qui est là. Si vous implémentez IPv4 dans les réseaux, vous devrez aller avec version 2. Il y a la version 1 qui est là, mais la version 1 a plusieurs limitations. Donc, il faut maintenant aller avec la version 2. Maintenant, nous avons RIP-NG qui est pour IPv6. Lorsque c'est l'adresse IPv6 que vous utilisez dans les réseaux, vous pouvez aller avec RIP-NG. Interior Gateway Route Enhanced. Attendez, je vais écrire full form ici pour que vous puissiez savoir. C'est comme cela. Enhanced. Interior Gateway Protocol. Donc, c'est ça qui est abrégé EIGRP. Interior Gateway Routing Protocol. J'ai sauté ça. Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. RIP, ça veut dire tout simplement RIP. Routing Information Protocol. Route Information Protocol. Maintenant, bon, je ne pourrais pas définir tout. Hein. On a ici Interior Gateway Routing Protocol, Interior Gateway Routing Protocol, OSPF, Open Source Test Artifact. Vous pouvez regarder, vérifier sur Google pour les full form. Open Source Test Artifact, Source Test. C'est un algorithme qu'on utilise là, qu'on appelle Distract Source Test Artifact algorithme pour implémenter ça. Source Test Artifact. Le plus court chemin, le plus court. Le chemin avec le coût le moins élevé d'abord, c'est ce que ça veut dire. OK? Nous avons BGP, Border Gateway Protocol. Border Gateway Protocol, BGP. OK? And IS, ça veut dire Intermediate System, Intermediate System. Intermediate System to Intermediate System. OK? C'est OK. Donc, vous pouvez voir les années, l'évolution de ces protocoles dynamiques-là. OK? Donc, nous avons Intermediate System en 90, ok, OSPF version 2 en 91, et Interior Gateway Routing Protocol, c'est une amélioration de ces deux-là, RIP et puis OSPF qui a vu jour en 92, ok, RIP version 2, version 1 a vu jour en 88, version 2 a vu jour, parce que version 1 a beaucoup de limitations en fait. Avec version 1, vous pouvez utiliser, dans un réseau, si vous avez plus de 16 routes, vous ne pouvez pas implémenter RIP, parce que le nombre
up count ici, c'est 15, plus le routeur de départ, ça fait 16. Donc, dans un réseau, il faut avoir, si vous avez plus de 16 routeurs, vous ne pouvez pas implémenter RIP. Mais avec la version 2, qui avait joué en 94, vous pouvez implémenter et vous pouvez avoir jusqu'à 255 routeurs dans un réseau. OK? Donc, ça avait joué en 94. Vous avez BGP qui est là, Border Gateway Protocol, qui avait joué en 95. OK? Maintenant, pour RIP, pour l'adresse IPv6 avait joué en 97. BGP MP en 98. OSPF version 3. OSPF a sa version 3 en 99. Et puis, bon, il y a eu une pause en 2000. Et puis, il y a eu une pause. Et puis maintenant, quand on appelle, nous avons intermédiaire système to intermédiaire système pour l'adresse IPv6 qui a vu jour en 2008. Donc voilà un peu l'évolution de protocole de routage. OK, donc concept de protocole de routage dynamique. Moi, j'ai déjà expliqué tout ça. Maintenant, on est en train juste en train d'aller dans la théorie. Sinon, j'ai déjà expliqué. L'objectif est déjà atteint parce que j'ai déjà expliqué comment ça fonctionne tout. Donc, l'objectif des protocoles de routage dynamique est notamment le suivant. OK? Découverte des réseaux distants. Dans un routage, dans un réseau, là où on a implémenté le routage dynamique, les routeurs vont découvrir les réseaux distants eux-mêmes. Actualisation des informations de routage. Les routeurs vont actualiser les informations. C'est pourquoi j'avais parlé des changements, adaptation au changement de topologie. Choix du meilleur chemin vers des réseaux à destination, vers des réseaux de destination. Capacité à trouver un nouveau meilleur chemin si un chemin actuel n'est plus disponible. Donc, avec le routage dynamique, vu qu'il s'adapte au changement de topologie, même si le meilleur chemin initial, s'il y a un problème avec le meilleur chemin initial, le routeur peut faire des calculs et peut trouver un second meilleur chemin. OK? Les principaux composants du protocole de routage dynamique incluent les éléments suivants. La structure des données. Okay? Dans le protocole de routage dynamique, utilise généralement des tables ou des bases de données pour fonctionner. Ces informations sont conservées dans la mémoire vive. Dans la dernière fois, j'avais pris l'exemple pour vous montrer. Attendez, je vais vous montrer un exemple un peu. On dit que la répétition est la mère de la connaissance. Yes, donc je viens ici. Enable show IP route. Donc ça vous permet de voir les tableaux de routage. Ok, la dernière fois on avait parlé de ça, vous pouvez voir, c'est le tableau de routage qui est là. Ok, donc vous voyez les tableaux de routage pour ces réseaux. C'est un petit réseau. Maintenant, si vous voulez voir, vous avez ici sur IP route question mark. Vous avez ici quel protocole vous voulez voir. C'est quel protocole qui est implémenté. La dernière fois on a vu que c'était le O ici veut dire OSPF. Donc si on vient ici, vous avez ici OSPF. Parce que si vous avez implémenté, tout à l'heure je disais qu'on peut implémenter plusieurs protocoles en même temps, non. Donc si vous avez implémenté plusieurs protocoles, vous allez voir les différents protocoles ici. Donc si vous voulez filtrer par exemple si vous voulez voir seulement pour BGP, vous pouvez voir. Directement connecté, vous pouvez voir. AIGRP, vous pouvez voir. OSPF, RIP statique. OK? Donc si je mets ici OSPF, sur IP, OSPF, IP.OSPF, vous voyez ici, ce sont les trois seulement qui sont montrés là. Si vous voulez voir connected, vous pouvez mettre ici tout simplement connected et vous allez voir ce seulement. Donc vous voyez comment est-ce que vous pouvez filtrer. Connected. IP route, OK. Connected. Vous pouvez voir ce qui est directement connecté, vous allez voir ça. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez encore manipuler les tableaux de routage. Maintenant vous avez maintenant show. Maintenant, IPOSPF par exemple, et puis vous avez ici question mark neighbor. Quand on va arriver dans l'implémentation, et comment on appelle, vous allez voir toutes ces commandes-là, ok? Et puis vous pouvez voir, il y a la table de données, de bases de données qui est là, neighbor, de voisinage, le tableau de voisinage qui est là, neighbor. Maintenant, vous avez la base de données qui est là, si vous voulez voir ça. Donc, si vous voulez, par exemple, voir les voisins de ce routeur-là, la route avec qui ils communiquent pour échanger les informations, pour se mettre à jour, vous pouvez mettre neighbors et vous allez voir. OK? Maintenant, pour le moment, je ne vais pas vous parler de ça. On va voir ça plus tard quand on va arriver dans l'implémentation. Mais vous pouvez voir ici les 20.2 et puis les 30.2. Si vous revenez ici, vous allez voir ici, c'est les 20.2 qui est là et puis c'est les 30.2 qui est là. Maintenant, regardez au niveau de et qu'on appelle l'identité 2.2.2.2, 3.3.3.3. OK, les gars? Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Ouais.
OK? Et puis également, voici les interfaces. OK? Donc, nous avons la structure des données. Le message de protocole. Donc, comme je le disais, les protocoles de routage utilisent différents types de messages pour découvrir les routeurs voisins, échange des informations de routage et d'autres tâches pour apprendre et maintenir des informations précises sur le truc. Donc, la dernière fois, j'avais pris un exemple ici. Vous avez deux routeurs qui sont là. Qu'est-ce qui va se passer là? Quand vous activez, par exemple, un protocole de routage, je prends un exemple OSPF, qu'est-ce qui va se passer? Ce routeur-là va envoyer un message, hello. Moi, je suis, et puis il va dans son identité. Je suis 2.2.2.2. Qui est là? Je vois personne ici. Lui également, quand il sera activé au SPF, lui aussi, il va envoyer. Cette adresse sera envoyée à une adresse de multidiffusion qu'on appelle 124.0.0.4. On va arriver sur ça bientôt. OK? Donc, quand lui là aussi sera activé, lui aussi va envoyer une adresse à l'adresse de multidiffusion. Et il va voir lui là, il est là. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ah, comment tu vas, mon frère? Lui là, il va dire, ok, je vais bien. Et puis voilà, lui là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire ce qu'on appelle là, link state et distribution, LSD. Ils vont se partager les informations. Ils vont commencer à échanger à travers les messages ici. Donc, ils vont s'échanger les informations. Lui, il va dire, voici moi ma base de données. Voici les informations que j'ai. Lui aussi va dire, voici les informations que j'ai. Donc, le routeur A des informations, par exemple, 1 et puis 4 ici. Il n'a pas 2, il n'a pas 3. Donc, le routeur 2 a quoi ici? A, 2 et puis 3 ici. Il n'a pas 1, il n'a pas 2. Donc, quand ils vont s'échanger les informations, ils vont faire quoi? Ils vont voir que lui, il va voir que, ah, ce monsieur-là, lui, il a les 2 et puis les 3. Alors que lui, il a 1 et puis 4. Il n'a pas 2, il n'a pas 3. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont maintenant passer à Link State Database Distribution. Database Distribution, DD. OK? DD, Database of Distribution. Ils vont maintenant faire quoi? Il va dire, ah, est-ce que tu me permets de me mettre à jour? Il faut me donner les données que tu as, que je n'ai pas. Lui aussi, il va demander, et puis ils vont se mettre à jour. Et maintenant, chacun aura maintenant 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, ils vont échanger des messages là. OK? Pour se maintenir, maintenir les bases de données et puis s'adapter au changement de topologie. Donc, si par exemple, demain, celui-là perd les deux, quand ils vont échanger, il va faire quoi? Lui, il n'a plus ça. Donc, lui-là également, il va perdre le deux parce que lui, il n'a plus ça. Ils vont se mettre à jour, tout simplement. Okay? Également, les algorithmes. Un algorithme est une liste finie d'étapes utilisées pour accomplir. Donc, comme je le disais la séance passée, les algorithmes, c'est nous, les humains, nous les écrivons. Nous enseignons là, nous analysons comment nous voulons que les choses se passent. Nous écrivons sous forme de programme qui sera exécuté, tout simplement. OK, les gars. Donc, meilleur schéma. Protocole RIP, Routing Information Protocol. Donc, donc, on va voir la différence entre les trois protocoles. J'ai déjà expliqué la différence entre les trois, comment chacun fonctionne. Donc, la métrique est le nombre de choses. Je disais comme cela que le routeur ici, le protocole RIP va faire quoi? Oh, ma tête là. Je vais prendre un exemple ici. Aujourd'hui, je ne suis pas trop inspiré, les gars. OK. Donc, je vais prendre un exemple ici. Je vais revenir sur ça encore. Donc, pour aussi. Donc, quitte un point A, on va au point B. Quand l'information arrive au routeur 1 ici, ok, quand l'information arrive au routeur 1, le routeur a trois chemins pour nous envoyer à la destination. Maintenant, comment est-ce que le routeur va faire son choix? Le choix du routeur ici est fonction du protocole qui a été implémenté ici. Nous, le protocole RP, le protocole OSPF, le protocole AIGRP qui peuvent être implémentés. Si par exemple, sur le routeur, c'est le protocole RIP qui est implémenté, qu'est-ce qui s'est passé là? Quand
Et nous allons arriver ici. Le routeur, quand c'est RIP implémenté, le routeur prend en compte le nombre de sauts. C'est-à-dire combien de routeurs il y a au milieu. C'est-à-dire les chemins les plus courts. Même si c'est le plus coûteux, la dernière fois, j'ai pris un exemple. Et puis, j'ai pris en termes de transport. Et puis, j'ai pris les différents, comment on appelle, les différentes sommes. Et puis, j'ai expliqué pour que vous puissiez comprendre. Donc, je ne vais pas revenir dans les moindres détails de ce que j'ai donné la dernière fois. OK? Donc, ici, qu'est-ce que RIP va faire? RIP regarde le nombre de sauts, tout simplement. C'est-à-dire, il y a combien de roues au milieu? Ici, on va calculer. Si on prend ici, c'est le premier chemin, là, second chemin, troisième chemin. Donc, on prend chemin 1, il y a combien de routes au milieu? Une fois on est ici, il reste combien de routes pour arriver au B? Nous avons des routes. Le chemin D, une fois on est route 1 ici, il y a combien de routes au milieu pour arriver au B? On a un seul. Quand on passe le chemin 3, il y a combien de routes au milieu? Il y a 3 routes. Donc, qu'est-ce que RIP va faire? RIP va regarder le nombre de sauts, c'est-à-dire le nombre de routes au milieu. Le nombre le plus petit. Donc, ici, vous pouvez voir ici, c'est 1. Donc, RIP va tout simplement amputer ce chemin-là, RIP. Donc, voilà comment est-ce que RIP fonctionne. OK? Donc, vous pouvez voir ici. Ne regardez pas le gros français qu'elle a là. C'est ça, j'ai résumé de côté. Donc, la métrique est le nombre de sauts. Ça veut dire tout simplement le nombre de routeurs au milieu. Chaque routeur, OK, le long d'un chemin, ajoute un saut au nombre de sauts, tout simplement. Et avec RIP, un maximum de 15 sauts est autorisé, comme je le disais. Mais avec la version de mise à jour, ça peut supporter maintenant jusqu'à 255 routeurs. Maintenant, OSPF. Qu'en est-il si jamais c'était le protocole OSPF qui est implémenté ici? Le protocole OSPF ne va pas regarder et qu'on appelle le nombre de sauts, mais le protocole OSPF va regarder tout simplement le coût. Par exemple, ici, le coût pour aller à la destination en passant par ces là. Ici, par exemple, ici c'est 10, ici c'est 10. Ici, par exemple, 30. Ici, c'est 10, 10, 10, 10. Donc, qu'est-ce que OSPF va faire? OSPF va calculer, va garder une barre de données pour ça. OK? Une barre de données. Donc, vous pouvez voir ici. Allez, je vais vous montrer. Quand je viens ici, on met show OSPF database. OK? Vous allez voir ici. OK? Vous avez ici. OK, on va pas parler de ça pour le moment. Aging. OK? Le coût. Comment on peut voir le coût? Oui, j'ai oublié également de vous montrer quelque chose. Un instant, je vais vous montrer ça. Show IP. Route. Regardez ici. On a parlé de distance administrative. Non, voici ça. J'ai oublié de souligner ça. Voici la distance administrative. C'est quel protocole qui est implémenté là? OSPF. O, ça veut dire OSPF. Donc, vous pouvez voir la distance administrative qui est entre parenthèses là. Vous pouvez voir la distance administrative 110. Plus ça, et ici, vous pouvez voir comment on appelle ça, la priorité. OK? Distance administrative. OK? Pour le protocole OSPF. J'espère que c'est clair. Il y a quelque chose d'autre encore à ajouter? Non? Yes, pour le moment, c'est ça. OK? Donc, on continue là. Donc, je reviens ici. On a show IP OSPF. Question mark. OK? Vous avez database border router. OK? Maintenant, c'est quel process ID? Par exemple, je pense que c'est process ID 1 qu'on a eu à implémenter. On va arriver sur ça. Pour le moment, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails. Mais quand on va arriver sur ça, vous allez comprendre tous ces détails-là. Donc, voici l'identité du routeur qui est là. Link state update. Et sur le link state LSC. LSC, c'est full form, ça veut dire quoi? OK? Bon. Maintenant, comment on appelle, Autonomous System, on va arriver sur ça. OK? Autonomous System, on n'a pas encore vu ça. Mais on parle beaucoup plus de ça quand on implémente BGP au niveau de CCNP. Donc ici, on ne va pas rentrer dans ces détails-là d'abord. Ici, là, il y a quelque chose qui m'intéresse. Le reste, là, ne m'intéresse pas. Attendez, je vais voir si je peux identifier ça et puis on va continuer. Ça, c'est pas à votre niveau d'abord. Je ne vois pas ça. Ici. C'est quelle commande qui va me donner ça? Un instant, je vais vérifier ici encore. C'est pas ici. OSP route. Summary.
Je voulais montrer quelque chose, mais il va pas. Anyway, on va continuer pour le moment. Ok. Quand on va arriver sur ça débat, je vais vous montrer. Donc, qu'est-ce que OSPF va faire ici? OSPF va calculer tout simplement, va garder une base de données là et va calculer. OSPF saura que pour aller au point B en passant par, et qu'on appelle le routeur de ici, la distance, le coût c'est combien? 10 plus, ça fait 20. Ça fait 20. OK? En passant par le chemin du milieu, le chemin 2, ça va prendre le coût 70. En passant par le troisième chemin, ça va prendre plus 10, plus 10, plus 10, ça 40. OSPF a cette barre de données dans son tableau, dans sa barre de données. Donc, quand il s'agira de faire un choix, OSPF va tout simplement regarder quel est le coût le moins élevé de celui-là. Donc, OSPF va choisir ce coût-là, tout simplement. Pour voir comment est-ce que OSPF fonctionne. OK? Donc, OSPF va prendre le coût, va considérer le nombre de sauts. Même s'il y a un routeur au milieu, sur le coût. Je prends un exemple, vous avez un long chemin qui est là, mais le chemin, une voie, on va parler en termes de voyage, par exemple, vous voulez voyager, et puis vous avez une voie, ok, de 100 km, mais qui est nouvellement goudronnée, bien bitumée. Donc, si vous voulez passer sur cette voie-là, peut-être ça vous prend seulement, qu'on appelle une heure de route. Mais il y a une autre voie qui est là, qui est seulement de 50 km rapprochée, mais la voie, qu'on appelle, n'est pas bitumée. Peut-être en passant par là, ça va vous prendre 3 heures. Donc, vous allez préférer aller avec la voie de 100 km. C'est la même chose. Donc, ici, on regarde le nombre le coût ici. OK? Donc, ça, c'est OSPF. Maintenant, AIGRP, comme je le disais, va prendre en compte les deux, la combinaison des deux. Pour le moment, on ne va pas parler de AIGRP ici, quand on va arriver sur ça. Ça également, on ne couvre pas ça. Avant, on couvrait AIGRP au niveau de CCNA. Mais maintenant, j'ai enlevé. Et c'est au niveau de CCNP, on couvre AIGRP maintenant. Donc, vous pouvez voir OSPF, la métrique est le coût. Donc, vous pouvez voir ce coût. Ici, le nombre de choses. Et est basé sur la largeur de bande cumulative. Donc, bande cumulative, c'est tout simplement ce qu'il vient de faire là. C'est-à-dire qu'on va accumuler. Ça fait 10 plus 10. On accumule, on fait la somme. D'ici, pour arriver à la destination, ça fait. Maintenant, chaque routeur aura sa barre de données. Par exemple, si c'est le routeur pour aller au point A ici, des chemins. On voit 3 chemins. Il y a ces chemins-là, et puis il y a ces chemins-là encore. Donc, on va calculer, et puis on va prendre tout simplement le meilleur coût. Ouais. OK? Donc, le coût est basé sur OK. Donc, les liaisons plus rapides doivent se voir attribuer des coûts plus faibles que les liaisons plus lentes. OK? Maintenant, AIGLP, il cumule une mesure basée sur la bande passante et les valeurs de retard. Donc, AIGLP va prendre en compte maintenant également les retards. Comment on appelle, chaque point intermédiaire que vous voyez là va causer un temps de latence. C'est ce qui fait la différence entre AIGRP et puis les autres. AIGRP, en plus de prendre les fonctionnalités des deux protocoles ALP et puis OSPF, va également considérer, c'est également ça, qu'on appelle la particularité de AIGRP, va considérer le temps de latence. Parce que si par exemple, regardez ici, si vous partez sur la base de OSPF, OSPF va emprunter ça parce que c'est le couple là. Mais imaginez si le temps de latence ici est élevé. Si OSPF doit arriver ici et puis faire par exemple, je prends un exemple de voyage. Si c'est le chemin le plus rapide qui met et les points, on appelle ça, comment on appelle ça, les points intermédiaires que vous voyez ça. Si arrive si par exemple il y a une ville ici, et que arriver dans la ville là, vous serez, peut-être il y a vos connaissances qui sont là, qui vont vous tarder. Peut-être vos connaissances vont faire que vous allez passer peut-être 2 heures avant de passer. En ce moment, il y a un temps de latence très élevé. Donc, pour éviter ça, vous allez emprunter une autre voie où on ne va pas vous caler beaucoup. Donc, AIGLP va prendre en compte cela. C'est ça la particularité de AIGLP. Mais ici, je vais parler de ça. On va parler de ça au niveau de CCNP. Parce que ce n'est pas demandé dans le syllabe ici, en fait. C'est pourquoi. Non, je suis juste en train de vous donner une idée de comment ça se passe. La fiabilité et la charge peuvent également être incluses, OK, dans le calcul de la métrique. OK. Maintenant, équilibrage des charges également. OK. Routage dynamique. Non. La table de routage contient le réseau de destination unique, mais plusieurs interfaces de sortie, une pour chaque chemin de coût égal. OK? Donc, lorsqu'il y a un chemin, lorsque plusieurs chemins ont des coûts
égaux, il y aura un équilibrage de charges là. S'il est configuré correctement, l'équilibrage des charges peut améliorer l'efficacité et la performance du réseau. L'équilibrage des charges, c'est tout simplement, regardez ici, avec OSPO, par exemple, OSP supporte l'équilibrage des charges, mais l'équilibrage des charges au chien avec le même coût. Pour que OSPO puisse équilibrer les charges ici, c'est-à-dire quoi? Et s'il y a un paquet qui est ici, par exemple, nous avons on fait trois segments ici. Qu'est-ce que OSP va? OSP va un segment, un segment. Ça va aller vite en fait. OK? And il y aura the order at the end. But here OSP is going to balance the load. Mais pour que cela se fasse, il faut qu'ils aient les schémas que vous voyez il faut que les schémas, comment on appelle, puissent avoir le même coût. Donc, vous voyez ici, charge de coût égale. Donc, il faut que ici, par exemple, le coût ici peut-être 50, ici également 50, ici également 50. C'est indiqué, OSPF va équilibrer les charges. Sinon, OSPF ne supporte pas l'équilibrage des charges avec des schémas coûts différents. OK? Good. Donc, voilà, ainsi il prend fin. Mais le chapitre nous a pris beaucoup de temps. Hein? Anyway, c'est pas grave. Donc, c'est qu'on va faire, comme je ne suis pas trop inspiré aujourd'hui, aujourd'hui, on va terminer ça. Seulement, on va aller en termes de, qu'on appelle replay. OK? Bon, c'est l'audio qui a fait qu'on a retardé beaucoup, vu que l'ordinateur avait déconné au départ. Donc, et vous pouvez voir, on a ouvert tous les chapitres ici. OK? Donc, ce qu'on va faire là, et le chapitre suivant, c'est le routage statique. OK? Il y a déjà avec ce travail passé, il a déjà couvert ça, avec la configuration de A à Z expliquée dans les moindres détails. Donc, on va s'arrêter là, je vais mettre ça en ligne. Vous, comment on appelle, moi, ça c'est déjà clair. Maintenant, vous devrez regarder le routeur statique. C'est le dernier chapitre de ce module.